Et bonjour les amis, et aujourd'hui nous voici de retour pour une nouvelle lecture sur la chaîne. Je n'ai pas suivi Eliphas Lévy sur cette semaine, ni Corpus Hermeticum de Hermès Trismégiste. Je suis de retour pour une vidéo en extérieur puisque vous me l'avez réclamé. Alors, il n'y aura quasiment pas de traitement, je vous préviens, ça m'a mis beaucoup trop de temps la dernière fois. Et je préfère vous faire des lectures. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un livre, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, un livre sur les pierres magiques de Santini de Riol. Ça fait longtemps effectivement que je voulais lire un livre sur les pierres. C'est assez intéressant d'avoir justement un point de vue de l'époque. Comme certains le savent sur la chaîne, j'ai la chance d'avoir un diplôme de gémologue, mais qui est un petit peu ancien. Et justement, je voulais voir un petit peu en litho et en magie ce que ça racontait. Voilà, puisque moi je suis plus sur vraiment la partie gémologie, la conception, l'origine des pierres. Et oui, comme on en parlera peut-être un jour, mais en tout cas c'est pas le cas ici. Donc de Santini, alors là c'est un livre de Santini de Riol, les pierres magiques, et il nous dit histoire complète des pierres précieuses, leur origine, leurs vertus et leurs facultés, leur puissance occulte, leur influence diverse sur l'homme et les animaux, filtres, remèdes qu'elle servait à composer, thérapeutique lapidaire, pierre aphrodisiaque, ah ben on va voir ça les amis, et pierre anaphrodisiaque. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, donc je vous rappelle que c'est une lecture humaine, une lecture commentée. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui n'adhère pas. Et là, ici, il s'agit d'un texte de 1905. Pareil, au niveau du traitement et du montage, je fais uniquement du montage à la volée. Donc, et là, le nettoyage, quand je suis en extérieur, c'est quasiment impossible. Donc voilà, mais comme vous m'avez réclamé les petits oiseaux, les revoici, vu que j'en ai l'occasion. Ça sera agréable peut-être pour tout le monde. Voilà. Donc ici, on a un texte de 1905. Et voilà, donc c'est l'exemplaire, je préviens, hein, c'est l'exemplaire original. Et on va démarrer tout de suite avec l'avant-propos. Combien de temps après l'apparition de l'homme sur Terre, celui-ci connut-il les pierres précieuses? Alors, il faut penser aussi une chose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire pierres précieuses pour tout ce qui est pierre autre que le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. C'est-à-dire qu'on va garder les 4 précieuses et toutes les autres pierres devront s'appeler pierres fines. D'accord? Donc, en ce qui concerne les autres pierres, il s'agira surtout maintenant aujourd'hui de pierres fines. Voilà, on n'a pas le droit de dire semi-précieuses en France. Hein. Ça, c'est depuis 2000, au-delà des années 2000, je crois. À quelle époque la coquetterie féminine commença-t-elle à les employer? Question oiseuse évidemment. Toujours est-il que les Asiatiques les connurent à une époque exclusivement reculée. Les Juifs les connurent aussi, et la Bible les mentionne souvent. Moïse prescrit de mettre sur le rational il le met en majuscule, ornement du grand prêtre hébreu, 12 pierres précieuses, sans compter plusieurs autres gemmes serties dans des agrafes, etc. Saint Clément d'Alexandrie, donc là il nous met Stromate livre 5 en référence, prétend que les escarboucles qui ornaient le vêtement du grand prêtre désignaient les 7 sphères planétaires, ce qui s'accorde pleinement avec la théorie des Chaldéens. Vous savez que sur la chaîne Les Chaldéens, on en parle souvent dans les livres ésotériques. Donc il s'accorde pleinement avec les théories des Chaldéens qui désignaient les planètes par les noms de différentes pierres précieuses. Donc là, il nous réfère, il met une petite annotation, le P. Kircher, Oedipus Aegyptiacus. Ah, faudra qu'on regarde ça. J'ai un petit projet aussi, les amis, peut-être à un moment, je pense qu'on fera des livres en latin qui sont retraduits. On verra ça plus tard. L'historien juif Joseph, donc là il remet Antiquité judaïque, livre 3, chapitre 8, dit de son côté que les 2 sardoines servaient d'agrafe au grand prêtre représentant le soleil et la lune, et les 12 pierres du rational, les 12 signes du zodiaque.
Alors, sardoine, c'est dérivé, les amis, de la cornaline. Ce sont des cornalines qui sont très foncées. Donc, c'est de la grande variété des agates. Mais souvent, c'est des pierres qui sont un peu marron. Elles peuvent aussi dériver sur d'autres couleurs. Ensuite, Saint Clément d'Alexandrie prétend que ce n'étaient pas 2 sardoines, mais 2 émeraudes qui représentaient le soleil et la lune. Oui, donc c'est plus tout à fait pareil puisque la couleur est verte. Et là, il nous met en référence Dupuy Charles-François de l'Institut Origine de tous les cultes, Paris 1715. Donc il nous réfère à ce livre. Les pierres du rational, d'après la Kabbale, portaient chacune l'un des 12 grands noms de Dieu, qui sont les suivants. Mélec, entre parenthèses roi, sur la sardoine. Gomel, entre parenthèses rétribuant, sur la topaze. Hadar, entre parenthèses magnifique, sur l'émeraude. Eloa, entre parenthèses Dieu fort, sur l'escarboucle. Alors l'escarboucle, je vois pas du tout ce que c'est, il faudra qu'on regarde. Ain, entre parenthèses fontaine, œil, sur le saphir. Elchaï, alors peut-être Elchaï, mais je crois que c'est Elchaï, entre parenthèses Dieu vivant, sur le jaspe. Elohim, entre parenthèses les dieux forts, donc sur le ligure ou entre parenthèses l'incure. El, entre parenthèses fort, sur l'agate. Yao, entre parenthèses Dieu, sur l'améthyste. Ishgob, entre parenthèses Père très haut, sur la chrysolite. Adonai, donc le Seigneur, sur l'onyx. Et Yova, entre parenthèses, je suis celui qui suis, sur le béryl. Donc là, je pense qu'il va faire un petit avant-propos, vous allez voir, on va parler un petit peu de tout. Mais sachez que vers la fin du livre, enfin vers le milieu du livre, j'ai bien vu un détail sur chacune des pierres. Avec aussi leurs relations magiques et leurs vertus. D'autres commentateurs exposent la thèse suivante. Les 4 pierres de la première ligne représentent 4 enfants de Léa, la sardoine et Ruben, symbolisant la foi, et l'apôtre Saint Barthélemy. La topaze est Siméon, symbolisant la chasteté, et l'apôtre Saint Jacques le mineur. L'émeraude est Lévi, symbolisant la foi. Lui aussi est l'apôtre Saint Jean. L'escarboucle est Judas, symbolisant la charité, et l'apôtre Saint Thaddée. Donc je vais voir quand même ce que c'est l'escarmouche. Attendez, bougez pas. Alors je viens de vérifier et autant pour moi j'ai mal prononcé, c'est l'escarboucle. Je sais pas pourquoi je vous ai dit l'escarmouche. L'escarboucle de Judas, donc a priori c'était une pierre d'un rouge éclatant, généralement associée plutôt au grenat et au rubis dans la version noble. Voilà, comme ça c'est vérifié et donc l'escarboucle et non l'escarmouche, donc mes excuses. Sachant qu'a priori c'est un terme qu'on retrouve souvent dans les textes anciens ésotériques et alchimiques. Voilà, comme ça vous saurez. Donc on a ici l'escarboucle est Judas, symbolisant symbolisant la charité, et l'apôtre Saint Thaddée. Sur la deuxième ligne, 2 enfants de Bala. Petite servante de Rachel, qui, n'ayant pas d'enfant, la donna pour concubine à Jacob. Le saphir est Dan, symbolisant l'espérance, et l'apôtre Saint André. Le jaspe est Nephtali, symbolisant la foi, et l'apôtre Saint Pierre. Puis 2 enfants de Zalpha, petite servante de Lia, qui la donna pour concubine à l'insatiable Jacob, le Ligorion et Gad, symbolisant la suavité. Alors là, il nous met un point d'interrogation. Et l'apôtre Saint Simon. L'agate est Acer, symbolisant la sainteté, et l'apôtre Saint Philippe. Sur la 3e ligne, 2 autres enfants de Lia. L'améthyste, alors pas IA, intelligence artificielle, l'IA, c'est vraiment L-I-A. L'améthyste est Issachar, symbolisant l'humilité, et l'apôtre Saint Matthias. La chrysolite est Zabulon, symbolisant la vigilance, et l'apôtre Saint Matthieu. Enfin, 2 enfants de Rachel, le béryl et Joseph, symbolisant la science, et l'apôtre Saint Thomas.
L'onyx est Benjamin, symbolisant l'innocence, et l'apôtre Saint Jacques le majeur. Donc là, il nous met en référence F. de Mélie, Grande Encyclopédie, tome 26, page 882, pardon. Ça doit être un gros livre, ça. D'autres mentionnent des pierres différentes et un ordre différent dans leur distribution sur 4 lignes horizontales. Premier rang. On va avoir la cornaline pour Ruben, Fidès Topaz pour Siméon et Barquette, Émeraude Lévi. Deuxième rang. Alors là, c'est écrit tout petit. Je vais essayer de vous déchiffrer ça. Alors, c'est Nopetch, Rubis Judas, Saphir. Alors, c'est Issoar, je pense. Et Jaolam, Diamant, Zébulon. Troisième rang, Léchem, Jacinthe, Dan. Ensuite, on va voir Shebo, Agathe, Nephtali. Alors là, c'est Aklama, Améthyste, Gad. Quatrième rang, Tarshish, Chrysolite, Acer, Shoam, Sardoine, Joseph, Jaspe, Benjamin. Voilà. Bon, après, vous allez voir, on va venir quand même sur des choses plus qui nous correspondent plus. Là, au début, il part un peu là-dessus, mais après, vous allez voir, ça va revenir sur des choses un peu plus concrètes et des choses que vous allez pouvoir utiliser vous-même. En dehors, justement, des associations on va dire, d'applications anciennes, de théories ésotériques anciennes. D'un autre côté, voici ce que dit Pougéfis sur ces fameuses pierres. Vous voyez, là, on est toujours sur le même sujet, mais ça va bouger, vous allez voir. Premièrement, alors, ce qu'il dit. Voici les noms des 12 pierres précieuses que l'on estimait le plus et que le grand prêtre des Juifs portait sur le rational de son épode. La sardoine, le rubis, la cornaline ou le lincure, la chrysolite, le topaze, le jaspe, l'améthyste, l'agate calcédoine. On sait que c'est de la même famille, mais c'est pas tout à fait pareil. Calcédoine va être beaucoup plus clair. Bon, après, on a de la calcédoine rose, verte, bleue. En général, la plus connue, c'est la bleue. Émeraude, saphir, agate onyx, puisque onyx fait partie de l'agate, béryl. Il est singulier que parmi ces 12 pierres, il y en ait 4 de vertes, ce qui fait soupçonner que l'ancienne chrysolite ne ressemblait ni au béryl ni à l'émeraude, et que c'était une pierre dorée, comme son nom l'indique. D'autre part, voici ce que la Bible dit. Exode, chapitre 28, verset 15. Tu feras aussi le pectoral du jugement, d'ouvrage de broderie, comme l'ouvrage de l'épode, d'or, d'hyacinthe, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin rétor. 16. Il sera carré et double, puisque là on lisait le verset 15. Là on passe sur le verset 15. Il sera carré et double, sa longueur sera d'une paume et sa largeur d'une paume. 17. Et tu feras son remplissage de pierreries à 4 rangs de pierre. Au premier rang, on mettra la sardoine, une topaze et une émeraude. 18. Au second rang, une escarboucle, un saphir et un jaspe. Verset 19. Au troisième rang, une ligure, une agate et une améthyste. 20. Et au quatrième rang, une chrysolite, un onyx et un béryl qui seront enchâssés dans de l'or selon leur remplissage. 21. Et il y aura de ces pierres selon les noms des enfants d'Israël, 12 selon leurs noms. On gravera sur chacune d'elles 2 gravures de cachet, un nom, et elles seront pour les 12 tribus. Comme nous l'avons vu plus haut, les pierres précieuses étaient sous la dépendance des planètes. Saturne influait sur l'onyx, la cornaline, le saphir, le jaspe et la calcédoine. Jupiter
sur la hyacinthe. Alors ça, je voudrais voir aussi ce que c'est, attendez. Alors a priori, il s'agissait pour la hyacinthe, qui s'appelait aussi à l'époque jargon, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est une pierre du Moyen-Âge, et il s'agissait, alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il pourrait s'agir beaucoup plus d'un zircon qui aurait été chauffé et qui devient orangé rouge, souvent confondu avec la spinelle rouge. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Et a priori, aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de mal à retrouver ça. Donc Jupiter sur la hyacinthe, le béryl et l'émeraude. Mars sur l'aimant. Donc sur l'aimant, on peut peut-être aussi retrouver l'hématite aimantée. Le diamant, l'améthyste, la pierre sanguine et toutes sortes de jaspes. Parce que vous savez que pierre sanguine, on a le jaspe sanguin et l'héliotrope. Le soleil sur l'escarboucle, donc le grenat, la chrysolite, l'iris, la pierre héliotrope. Alors l'héliotrope, donc elle partira, donc je me suis trompée, donc ça ne fera pas partie de la pierre sanguine tout à l'heure, mais on l'appelle aussi jaspe sanguin parfois. Le jaspe, l'émeraude, la hyacinthe, la topaze et le rubis. Bon, vous voyez qu'on revoit une deuxième fois la hyacinthe, donc à voir pour les pierres sanguines. Pour Vénus, sur l'émeraude, la chrysolite et le corail, Mercure, le porphyre, la topaze et l'agate. Voyez à ce sujet Rabelais, Pantagruel, livre 5, chapitre... Alors là, c'est écrit en chiffres romains, ce sera chapitre 42. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit dans le micro. En plus, il y a du vent. Autour de moi, j'ai des personnes qui sont allergiques au pollen, donc j'espère que ça va. Vous avez dû le sentir, moi aussi j'ai le nez un petit peu bouché, j'ai du mal à parler correctement. Alors, les pierres avaient donc des rapports intimes avec les astres, dont elles n'étaient même que les émanations, des larmes tombant sur la terre. Entre guillemets. Alors, il ouvre les guillemets. Le monde est fait de telle sorte, dit Brecht. Alors, Brecht, c'est Pierre de Brecht, traité sur les talismans. Traité des talismans ou figures astrales. Voilà. En 1671. Intéressant celui-là, va falloir qu'on voit. Donc le monde est fait de telle sorte que toutes ses parties sont continues et unies ensemble, et par cette liaison se communiquent et font un commerce général pour assister dans le besoin de conquérir, chacune à leur mode, à la conservation de tout ce qu'elles composent. D'où que les inférieurs ayant besoin des supérieurs et les supérieurs dominants, absolument et souverains sur les inférieurs qui ne subsistent que par leur secours, les corps supérieurs envoient sans discontinuation leurs influences pour conserver, aider et secourir les corps inférieurs. Ça s'adresse beaucoup aux alchimistes, ça. Et comme l'action... Excusez-moi. Non, je rigole, c'est qu'on est tous en train de se moucher, là, donc ça fait... Vivement que cette petite période passe. Mais c'est tellement joli, on a des fleurs partout. Allez, on continue. Et comme l'action se reçoit selon la disposition du sujet, les astres influent plus abondamment sur les sujets mieux disposés, et parce que la meilleure disposition du sujet vient de la sympathie, qui sait unir les homogènes par un lien miraculeux, comme nous voyons entre toutes les choses qui ont entre elles sympathie, qui se recherchent, s'approchent et s'unissent par un secret mouvement de la nature, et en celles qui ont antipathie, qui s'éloignent et se fuient par un ressort et principe contraire. Par un ressort et principe contraire. Il s'ensuit que les astres doivent agir plus aisément et fortement sur les sujets qui leur sont sympathiques et conformés. L'étoile polaire n'agit-elle pas par cette loi, à la vue de tout le monde, sur le fer touché de l'aimant, plus que sur les autres corps qui n'en sont pas touchés? Or, il est certain que, de tous les corps inférieurs, il n'y en a point qui ait plus de sympathie avec les supérieurs que les pierres, les minéraux et les métaux, qui ont reçu en partage des formes toutes astrales et plus approchantes de la nature du ciel, étant composées d'une matière plus forte et plus compacte et plus propre à recevoir et à conserver ces célestes vertus.
Et les astres, à raison de ce rapport, influent plus fortement et abondamment sur les minéraux et pierreries. C'est pour cela que les anciens, plus éclairés que nous ne sommes, c'est-à-dire que là, il est en 1700 et il parle de personnes encore plus tôt. Donc ça veut dire que on en parlait déjà bien plus tôt. Donc c'est pour cela donc, que les anciens ont dit que ces belles pierres, que nous appelons précieuses, étaient les larmes des dieux coagulées et ont donné aux métaux les mêmes noms que l'on donne aux planètes. Bon, je vous l'accorde, c'était difficile à comprendre, à lire, c'est en français, encore on a de la chance. Et c'est vrai qu'en plus c'est un français ancien, donc on comprend pas tout. Ah, c'est des petites choses. L'ordinateur qui fait des siennes, mais oui, vous savez, je suis pas sur le même ordinateur quand je suis dehors. Alors, le P qui gère, donc on en a parlé tout à l'heure, a dressé le tableau suivant des rapports mystiques qu'ont entre eux les gemmes. Les 4 éléments, les 12 signes du zodiaque, les plantes, les génies, etc. Donc là, ça va être dans Oedipus Egyptiacus, tome 2, P2, donc page 2. Donc il dit, voyez, monsieur J. Gaffarel, curiosité inouïe sur la sculpture talismanique des Perses, en 1629. Alors là, ça devrait être plus facile à lire, parce que tout à l'heure, le texte, je me suis trompée, c'était bien 1671, je rectifie. Donc un français adapté à ce type de texte. Et encore, c'est possible qu'il l'ait traduit du latin. Alors, là, on va avoir, ouvrez les guillemets, ça va être plus simple, vous allez voir, parce que c'est plus vieux. Catherine de Médicis portait une ceinture composée de 12 pierres, parmi lesquelles il y avait des onyx grands, comme des écus de 3 livres, sur lesquels étaient gravés des talismans. Ah oui, ça veut dire qu'elle-même était déjà un peu dans l'esprit ésotérique, ou en tout cas d'une croyance ou d'une philosophie de vie. Voici l'ordre de ces pierres. Janvier, le Verseau. Jacinthe ou Grenat. Ensuite, février, les Poissons. Améthyste. Mars, le Bélier, jaspe sanguin. Avril, le Taureau, saphir. Mai, les Gémeaux, émeraude. Juin, le Cancer, agate, onyx. Juillet, le Lion, cornaline. Août, la Vierge, la sardoine. Septembre, la Balance, péridot ou chrysolite. Octobre, le Scorpion, l'aigle marine. Bah oui, puisque c'est plutôt de l'eau, donc bah oui, quelque part c'est logique. Novembre, le Sagittaire, topaze. Décembre, le Capricorne, la turquoise ou la malachite. Alors je vais vous mettre ici le tableau qui est en rapport, qui a été publié juste au milieu de l'énumération. Et voilà. Alors, sachant que oui, il y a quand même des pierres en fonction du signe ou du mois qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Notamment, c'est vrai que si vous tapez dans le saphir, vous êtes mal barré, l'émeraude aussi. Et après, péridot et marine encore, topaze c'est assez abordable. Attention aux turquoises les amis. Turquoise, vous avez USA, vous avez Chine et Turquie, elles n'ont pas les mêmes couleurs, elles n'ont pas la même qualité. Il y a beaucoup aussi de olive teintée et aussi de poudre de turquoise aujourd'hui qui est reconstituée. Et la malachite, il y a énormément de faux qui circulent. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre un peu plus onéreuse aussi et qu'elle se trouve uniquement au Congo. Qu'en ce moment là-bas, on ne peut pas dire que ce soit très facile en termes géopolitiques. Et surtout, on a beaucoup de faux qui circulent. Donc une malachite, il faut toujours qu'elle soit lourde, parce que c'est du carbonate de cuivre. Donc il s'agit toujours d'une pierre extrêmement lourde et avec des stries qui ne sont pas juste des dessins, quoi. Souvent elles sont un peu plus foncées. Alors, il y a les malachites fleurs aussi qui sont très jolies. On voit que le diamant n'est pas compris dans cette suite. Ben, heureusement pour nous, parce que c'est plus le même prix. C'est qu'on n'avait pas encore trouvé le moyen de le tailler, qu'on ne le trouvait pas assez parant, c'est-à-dire du verbe parer, et que l'on préférait les pierres de couleur. Et oui,
En effet, on employait fort rarement le diamant avant le règne de Louis XIII, et ce n'est réellement que sous Louis XIV que l'on a commencé à en faire usage. Les anciens le connaissaient, mais ils n'en faisaient nul cas. Ils estimaient beaucoup plus les pierres de couleur, et surtout les perles. Agnès Sorel, qui aimait la parure, est la première femme qui ait porté des pierreries en France. Anne de Bretagne est la seconde. Depuis François Ier jusqu'à Louis XIII, toutes les parures n'étaient composées que de pierres de couleur et de perles. Oui, c'était une question de mode et peut-être plus de facilité également. Quoi qu'en dise Pouget, donc là il nous renvoie au traité des pierres précieuses, Paris 1762, bien avant Agnès Sorel et Anne de Bretagne, les femmes comme les hommes d'ailleurs connaissaient les gemmes et s'emparaient. Ils en portaient. Dans l'inventaire des meubles joyaux, etc., de Charles V, dressé en 1376, on lit. Donc là, il nous renvoie au manuscrit 83-56 de la Bibliothèque nationale. On lit, ouvrez les guillemets, 2 pierres restant... Alors attention, parce que à l'époque, le S, c'était autre chose. Donc, attention les amis, c'est du vieux français, j'hésite même à vous le lire. 2 pierres restant je pense que c'est en un coffre de cyprès que le roi fait porter continuellement avec soie, je traduis, dont il porte la clé. La première est une pierre appelée la pierre sainte, qui aide aux femmes à avoir enfant, laquelle est enchâssée en or, et y sont 4 perles, 6 émeraudes, 2 balaises, et au dos, il y a un escu de France estant en estui de cuir. Donc je pense qu'il doit y avoir un écu de France étant dans un étui de cuir. Item. Alors c'est pas idem, c'est item. La pierre qui guériste de la goutte. Bon, la pierre qui guérit de la goutte, en laquelle est entaillé un roi et lettres en hébreu d'un côté et d'autre. Laquelle est assise en or à filet, donc il doit y avoir un filet d'or autour, et a écrit au dos sur le dit filet, je vous dis pas comme c'est compliqué les amis, et elle a dite pierre en un étui de cuir bouilli, pendant à un lace de soie, ça veut dire qu'il doit y avoir un petit... Voilà, il doit y avoir du cuir, un petit peu de soie, où il a 2 boutons de perles. Bon, ok. On va pas aller plus loin, et il n'explique pas exactement ce que c'est comme pierre. Au XIIIe siècle, sous Louis IX, le poète Rutebeuf, dans l'Idysse de l'Herberie, parle ainsi des pierres précieuses. Alors, oh là là, j'espère qu'on va pas trop rigoler. Ça devrait aller, voilà, ça devrait aller. Jusqu'à la rivière qui bruit, dont flin des pierres jour et nuit, fuit Pierre Guerre, prestre géant, alors je pense que, ouais, prestre géant, mais J-E-H, non, je pense que ça doit être les prêtres, Joanne, vous voyez, un truc comme ça. Y a fait guerre, en fait c'est encore pire que ce que je croyais. Je n'osais entrer en la terre, je fuis au port. Mourris-je pierre en apport, qui font ressusciter le mort. Ce sont ferrites, c'est intéressant. Ce sont ferrites et diamants et crespérites, rubis, yagonce, marguerite, grenat et topaze, et tolagousse et galofas. De mort ne doublera menace, s'il qui les porte. Bon, ça peut parler aux alchimistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il parle quand même de ferrites. Et effectivement, on voit des pierres qu'on connaît comme le rubis, le grenat, alors pas le topaze. Mais quand vous avez de la ferrite dans une pierre, généralement, elle va avoir des inclusions jaune orangé, voire rouge, puisque c'est une forme de rouille, si vous voulez, qui va se traduire dans l'inclusion de la pierre. D'ailleurs, quand vous regardez par exemple les hématites, qui sont rien d'autre que c'est du fer, c'est pas du carbonate, celui-ci c'est de l'oxyde de fer. On a souvent, quand elles sont naturelles, de la poudre rouge qui s'en échappe.
Disons en passant que quelques concessions animales étaient prises pour des pierres précieuses. Concrétion animale était prise pour... Oui, dedans on a effectivement une pierre, je crois que c'est la chropolite, c'est la crotte des dinosaures pétrifiés les amis. Elle existe encore aujourd'hui. Et effectivement, c'est aussi aujourd'hui une pierre. Alors là, il va nous dire l'ambre gris, effectivement, le corail, la hétite, pierre d'accouchement apparemment à hétite, la perle, la pierre du crapaud, la pierre du chapon, la corne de rhinocéros, la corne de cerf, etc. Alors la hétite, je vois pas ce que c'est, puis les autres aussi. En tout cas, oui, c'est tout ce qui est pierre amorphe, hein, donc les pierres qui sont... On a le bois fossile aussi, et ce sont des pierres qui sont amorphes. Pour le bois fossile, à voir si c'est amorphe. Je sais que vous avez l'opale, par exemple, qui est amorphe. Jean de la Taille a chanté les pierres précieuses. On va continuer comme ça. Bon, moi, ça vous donne une idée sur ce qu'on disait des pierres à l'époque, et finalement, comment on les a considérées dans les temps anciens. Dans les temps anciens, c'est pas juste une mode aujourd'hui. Alors, là, il nous a fait un très curieux poème, donc c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, dans un très curieux poème suivant, adressé à la reine Marguerite de Navarre, le blason de la Marguerite et des autres pierres précieuses à l'illustre princesse Marguerite de France, reine de Navarre. Je chante des pierres d'élite, la force et valeur non petite, dont l'une a la prospérité, l'autre aide aux longueurs de la vie, l'une à l'amour, à la santé, l'autre au bien de fortunés amis. Il n'est pierre, entre parenthèses, outre sa beauté, qui n'ait quelque propriété. Dis-moi donc, ma douce Vranie, muse qui me tient compagnie, dis-moi comment et en quel lieu elles croissent aussi les causes de leur belle vertu que Dieu a pour nous dans elles enclose. Alors, A, c'est vraiment revenu à la ligne avec un H. Pour nous dans elles enclose. Dis-moi la couleur et le nom des pierres de plus grand renom, au lieu où l'aurore vermeille, se parant de rose, s'éveille, du suc des métaux endurcis, au prix qu'ils font, les pierres croissent, entre rochers naissent ainsi que les enfants au ventre naissent, qu'au corps de l'homme, au poireau croît, qu'à l'arbre un nœud ou glande naît, nul sait de leur vertu la cause, mais quant à moi maintenir j'ose, que Dieu moteur de l'univers, leur départ diverses puissances, par les 7 planètes diverses, au reste on peut, par leur substance, par l'œil, la lime et le toucher, les pierres vraies recherchées. Selon le métal et les planètes, d'elles la différence est faite. Celles qui d'or ou d'argent clair procèdent sont les plus exquises. Oh, on n'a pas fini. Et en vieux français, franchement, on n'est pas gâté. Mais c'est sympa. Qui du plomb, de l'airain, du fer, sans gendre, sont les moins requises. Le diamant bien cher on tient, qui de l'or et du soleil vient. Non seulement elles ont vie, mais subsistent, je pense, à la maladie. Nourriture, vieillesse et mort languissent la plupart, et même s'offusquent si on leur fait tort. Se rouillent et deviennent blêmes. Oui, attention à l'eau et au soleil, les amis. J'entends souvent qu'on met les pierres sous l'eau ou qu'on les expose au soleil. Vous avez des classiques en gémologie et ça ne parle pas de spiritualité. On ne met pas d'hématite dans l'eau. Elle rouille. Et on n'expose pas des quartz colorés au soleil. Je connais une personne qui a mis une géode d'améthyste au soleil. Jamais, parce que quelqu'un lui a dit dans une boutique spirituelle qu'il fallait la mettre au soleil pour la charger. On ne met jamais de druse, d'hématite ou de géode, d'améthyste au soleil. Tout ce qui est quartz coloré, encore moins des quartz roses. Il y en a quelques-uns de Madagascar qui tiennent le coup, mais la plupart non. On ne met pas de quartz coloré au soleil, tout simplement parce que ça ne supporte pas les UV. Pareil pour la Lune. Rappelez-vous,
les grands-mères suspendaient justement les draps à la lune, les laissaient sécher sous la lune. Pourquoi ? Pour les rendre plus blancs. Donc si vous voulez des pierres plus claires, plus blanches, allez-y, mettez tout à la lune pendant des heures, vous allez comprendre. Rappelez-vous une chose. Alors les pierres opaques, c'est autre chose. Mais rappelez-vous quand même quelque chose. Les pierres, ça pousse pas au soleil, hein. Ça pousse dans la terre, à l'intérieur de la terre. Rappelez-vous aussi de l'expression prise de terre. Pourquoi aussi on met nous-mêmes les pieds à la terre, hein, pour se décharger. Les pierres, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, je dis pas forcément des intérêts, mais juste nous, quand on marche les pieds dans le jardin, là, hop, sur l'herbe, tout de suite, pouf, ça détend. Pour les pierres, c'est pareil. Ça reste des êtres vivants. Pareil, une pierre cassée, dans la tradition, elle revient à la terre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a des notions financières et autres, donc c'est un petit peu plus délicat. Mais à la base, on rend la pierre à la terre, puisqu'elle fait son travail. C'est ce qu'on dit. Après, il y a peut-être d'autres courants aussi. Hein. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne ou pas. Par contre, en ce qui concerne vraiment le soleil et la lune et l'eau, attention, ça, ce sont des faits avérés en gémologie. Ça n'a rien de spirituel. C'est avéré. Ok ? Alors, on en était. Se rouillent et deviennent blêmes. Les vertes plus... Alors, je pense que c'est... Alors, ça s'écrit subjecte, vous voyez, sauf que c'est plus très français aujourd'hui. Les vertes les plus subjectes sont auteur du feu qui les corrompt. Effectivement, vous avez des pierres comme la cornaline ou d'autres on parlait tout à l'heure du zircon naturel qu'on va chauffer pour leur donner plus de couleur. C'est le cas aussi de la tanzanite par exemple. Il y en a d'autres. Oui, vous avez aussi par exemple l'œil de tigre. Quand vous le passez sur une chauffe très 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 forte, vous obtenez un œil de taureau. Donc il y a beaucoup de procédés aujourd'hui comme ça. Entre les pierres merveilleuses, on en tient 7 plus précieuses. Ah, à l'époque il y en avait 7. Alors le diamant, le saphir perse, oui, le plus réputé, hein. Vous n'avez pas de chamamaï, hein. Saphir, ça c'est un orange. Ça fait partie quand même des saphirs les plus réputés au monde, même si Madagascar commence à avoir des choses pas mal. La ronde et blanche marguerite, alors ça c'est une perle. L'émeraude, l'opale diverse, alors ça veut dire qu'il l'avait déjà à l'époque, il la connaissait bien, alors qu'on est en France, donc vraiment ça devait circuler. Le jaune et luisant chrysolite, ok, puis le rubis, ou rouge éclair, forcément. Sur eux, n'entre lime ni fer. Effectivement, elles sont très très dures. C'est-à-dire que ça fait partie quand même des pierres les plus solides, les plus dures dans l'échelle de dureté. Je vais quand même regarder la chrysolite, attendez. Alors, c'est intéressant parce que au départ, ça désigne quand même le péridot. Et on a aussi la forstérite et tout ce qui est groupe de l'olivine. Mais ce qui est marrant, c'est que a priori, dans les textes anciens, à l'époque médiévale notamment, ça aurait pu être confondu avec la topaze. Bon là, il parle vraiment du topaze à part. Mais tout ce qui est béryl jaune ou vert, bon, après là, il parle déjà de béryl. Mais a priori, il y aurait des traductions dans l'alchimie qui n'auraient pas été très bonnes, puis qui confondaient les béryls avec ça. Et on peut avoir aussi de la citrine, par erreur. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Sachant que la citrine, ça reste un quartz, donc c'est pas non plus exceptionnel en termes de dureté. Mais c'est intéressant. Ensuite, mais l'escarboucle aux teints divers, l'agate, la turquoise perse, le rouge hyacinthe, le corail, l'héliotrope rouge et verte. Alors ils disent amathyste, ils disaient pas améthyste. Et le cristal, si précieuses ne sont certes ni l'onyx, le jaspe et l'aimant, donc l'aimant toujours l'hématite, hein, qui souffrent lime et fermement. Et fermement. Oui, c'est-à-dire celles-ci sont plus faciles à tailler puisqu'elles ont quoi comme que... ouais. Mais quant aux vertus différentes, que par cette étoile errante, Dieu donne aux pierres d'ici-bas, Jupiter au diamant donne leur débattre au merveilleux cas. L'esprit et l'œil de la personne, et par sa beauté qui reluit,
d'empêcher les frayeurs de nuire. De nuit, de nuillet, de nuit, je sais pas, j'arrive pas à dire. Mercure à l'émeraude vraille, alors je pense que c'est vrai. Mercure à l'émeraude vrai, donne aussi par sa verdeur gaie pouvoir déjouir l'œil humain, c'est de toutes la plus plaisante, qui plus entretient l'homme sain, et qui plus la mémoire augmente. Pour l'émeraude, pierre de mémoire a priori, on va voir ça plus tard. Elle émeut le songe au surplus, souvent rompt le feu de Vénus. Ok, donc, pierre des rêves apparemment aussi. Au rubis, qui est une espèce d'escarmouche, vu ce qui est rouge, Phœbus adresse vertu de lure, est obscur lieu. D'écueiller l'esprit, rendant l'homme aimable envers tous et joyeux. Ce que la lune donne en somme, au bleu saphir, qui, au surplus, l'œil de l'homme, est jouit le plus. J'ai hâte de finir, je vous dis, c'est très dur à lire. Je vous passe les lettres, la façon dont c'est écrit, parce que c'est vraiment compliqué. La chrysolite ou la topaze, voyez, donc là, la chrysolite serait peut-être plus à ce moment-là un topaze ici, donc ils disent topaze à l'époque. Du soleil à ce don qu'il chasse, la mélancolie étant bleue, alors bu ou beu, la soif était mise en la bouche, l'ardeur de Vénus, quand un peu à notre chair même il touche, et les 20 fantômes de nuit, oh là là, par son ione, alors je pense que c'est jaune, vert gai qui lui. Alors c'est jaune-vert, donc on revient vers le péridot quand même. La même soleil donne encore à l'opale ou à la pentor. Alors là, il met entre parenthèses émeraude, donc pentor ce serait émeraude. Et les couleurs et les vertus des autres pierres qui attirent comme l'ambre à soi les festus. Poison ne peut à qui la nuire. Alors, a priori, c'est-à-dire que l'émeraude, l'opale éviterait, serait un antipoison, c'est vu ce qu'il dit là. Rien n'est si beau, ni de tel prix pour l'œil ébattre et notre esprit. Oh, il y a encore une page, les amis, je suis désolée. À l'escarboucle étincelante, d'un rouge éclat, celle qu'on vante, sur toute, le soleil départ sa clarté la nuit, et lui donne d'éveiller notre esprit gaillard, gardant de venin la personne. Si vraie elle est, et si celui qui l'a n'est pas trop rongé d'ennui. J'ai mieux traduit, vous avez vu? Attendez, je regarde où on en est. Oh là 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 là. Bon, il y en a encore un petit paquet, vous pouvez un peu avancer pour ceux qui... Mais je devrais réussir à lire un peu mieux. L'agate, d'espèces diverses, blanche ou jaune, ou rougeâtre, ou perse, nous représente ou près ou mont, forêt ou fleu de l'onde bleue, de mercure elle a de beaux dons, de fer aidant à notre vœu, son porteur qui en peut sceller, être agréable et bien parler. Ok, là ce qu'il a l'air de dire c'est que pour l'expression à l'oral c'est pas mal l'agate. La turquoise à l'azur céleste rend sans mal notre chute. Faut savoir ce que c'est. Au reste Phébus encore et Jupiter font au hyacinthe ce don de rendre l'homme aimé s'il touche à la chair, de l'essouir et de le défendre, du tonnerre à l'éclatant son de foudre, peste et de poison. Fameuse hyacinthe. L'héliotrope, aux rouges veines, allonge nos vies humaines. Ah, pierre pour allonger la vie, les amis. Rend l'homme aimable par Phébus, voire invisible. Ô grand merveille, met-il. Jupiter et Mars, au surplus, rend par l'améthyste. Alors l'améthyste, vermeil. Donc l'améthyste vermeil, donc on va voir. Petite couleur bien violette. L'esprit est le teint vif et frais, et chasse les esprits mauvais. Ben oui, pierre d'intuition et qui permet de dormir. L'onyx, de l'ongle en toutes sortes de couleurs, parce que l'onyx peut avoir plusieurs couleurs. Elle est noire à la base, mais elle peut aussi avoir d'autres couleurs. Et forme et nom rapporte, esprit et corps plus fort nous rend, rabat Vénus,
Et qui en somme? Ok. Le corail, et lui, nous défend du mal d'épilepsie. On nomme le corail épilepsie corail. Le corail qui, fort rouge et beau, nous conforte et en cure au cerveau. Qui d'une maladie extrême ou d'un venin, par un teint blême, nous avertit au col l'ayant. Le jaspe rouge-vert arrête par Saturne le sang coulant. Ça c'est intéressant, parce qu'on dit plutôt que le jaspe c'est quand même une pierre de circulation, mais a priori ça devrait pouvoir permettre pour les plaies d'arrêter de saigner. Et l'ardeur d'amour des honnêtes. Ah, pour l'amour aussi les amis. L'aimant obscur par Mars guerrier attire le fer et l'acier. Oui, c'est pas pour rien que les anciens avaient des olivines d'hématite dans chaque poche. C'était pour faire circuler et éliminer les métaux lourds. Mais sur toute pierre d'élite, je veux chanter la marguerite. C'est une perle et une fleur qui en noblesse, honneur et grâce, qui en beauté, qui en valeur les perles d'Orient effacent. Tant soit à nos esprits de grandes merveilles et de grands prix. C'est bientôt la fin les amis. Plus que toute pierre au monde, la marguerite est blanche et ronde, qui naît aux coquilles de mer, de rondes écailles consiste, à qui la lune et Jupiter donnent de purger le sang triste, sa grâce gît en sa rondeur, et sa blanche et vive splendeur. Dernier petit paragraphe, dernier petit... Comment on dit nouveau? C'est pas... On a des rimes, mais je deviens inculte. De ce nom... Alors, de ce nom, l'honneur une roine. Alors, je pense que c'est roi au féminin, c'est R-O-Y-N-E. En grâce et beauté souveraine, qui a plus de force et d'effet que tant de pierres qu'on admire, qui tout cœur par sa grâce attrait, comme à soi la panthore attire, toute pierre qui éteint, de plus belle pierre le teint. Bon ben on a fini, et c'est pas du luxe, parce que là, franchement, et oui, voilà. Bon, ça me revient, c'était une strophe. La dernière strophe, voilà. Avant-propos, on est toujours dedans. Je pense que le livre, les amis, va faire plusieurs parties, 1, 2 ou 3. Mais là, on va peut-être pouvoir accélérer un petit peu. Jean de La Taille donne dans ce petit poème une simple idée générale des propriétés que l'on attribuait aux principales pierres précieuses. Dans le courant de cet ouvrage, il reviendra plus longuement et en pose sur chacune d'elles, comme aussi un grand nombre d'auteurs anciens ou du Moyen-Âge nous diront ce qu'ils pensaient des vertus de ces pierres et d'une foule d'autres dont ils nous ont transmis les noms et qui nous sont à peu près inconnus aujourd'hui. Sachant qu'on a des nouvelles pierres, je crois qu'on a plus de 4000 qu'on a trouvées depuis quelque temps, je ne sais plus depuis quand, mais en 40 ans justement. Donc là, ça veut dire que quand même... Alors ça, ce sera à nouveau à vérifier parce que je vous dis peut-être une bêtise. Mais je sais que depuis les années 2000, on a quand même découvert plein de nouvelles pierres encore. Et on verra. Un mot maintenant de l'odeur des pierres précieuses. L'odeur. On va voir si c'est ce qu'on croit. Le docteur Olaus, alors Olaus Burricius, ou Burricus, donnait ainsi qu'il suit en 1757, les amis, le résultat d'expériences qu'il avait faites à ce sujet. Entre parenthèses, collection académique Paris 1757, tome numéro 4. Lorsqu'on veut faire usage en médecine des pierres précieuses, il faut les broyer jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une poudre si fine qu'elles ne crient pas sous la dent. Ou, comme le dit Galien, c'est celui qui a fait le sérum de Galien, vous savez, c'est ces pommades qui étaient mélangées, où vous aviez de la cire d'abeille, de l'eau de rose et de l'huile d'amande douce. Il faut que cette poudre soit impalpable, comme celle qu'on souffle dans les yeux. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin, renseignez-vous auprès d'un médecin avant d'appliquer ce genre de choses. Nous sommes juste en train de lire un livre ancien. Ok, il n'est pas question pour vous de faire des expériences, ou en tout cas ça n'engage que vous, et consultez un médecin. Vous connaissez
le dicton sur YouTube. Faites attention à tout ça. Cette trituration ne se faisant pas ordinairement avec assez de soin par les apothicaires, je priais un étudiant en médecine qui logeait chez moi d'employer un mois entier à broyer quelques-unes de ces pierres. Je lui donnais des émeraudes, des hyacinthes, des saphirs, des rubis et des perles, et de chaque espèce une once. Comme ces pierres étaient brutes et entières, il les écrasa d'abord un peu dans un mortier de fer, bien poli, avec un pilon de même métal. Après quoi, il se servit d'un pilon et d'un mortier de verre, employant chaque jour quelques heures à ce travail. Au bout d'environ 3 semaines, son cabinet, qui était assez grand, se trouva parfumé d'une odeur très agréable. Et par sa variété et par sa douceur, cette odeur, qui tirait beaucoup sur celle de la violette de Mars, dura pendant 3 jours et plus. Dans tous les cabinets, il n'y avait rien qui pût produire de l'odeur. Ainsi, il est certain qu'elle sortait de cette poudre de pierres précieuses. Ah ouais, ça c'est incroyable. Quand je vous dis que dans les livres anciens, on peut trouver des trucs, vous savez que j'ai trouvé un livre entier sur des expériences sur la tourmaline quand même, qui date de la même époque. Et on parle aussi d'électricité dedans. Là, je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous pouvez revenir vers moi si jamais ça vous intéresse. On continue. Donnons enfin, pour terminer cette rapide étude préliminaire, des principales gemmes, un aperçu de l'importance dont elles jouissent encore aujourd'hui en raison de vertus occultes que les astres leur communiquent dans le culte magique ressuscité. Oui, je dois vous dire aussi que attention à ce que vous faites avec les pierres. Il y a des pierres qui ont des composants toxiques. Ça, il ne faut pas oublier. Alors l'avantage, c'est que ces pierres, elles ne sont pas forcément disponibles assez facilement dans des boutiques de pierres, mais quand même, on ne tripote pas de l'or piment par exemple. Vous avez de l'arsenic dedans. Pareil, on fait un petit peu attention à tout ce qui est cinabre. Bon, après les alchimistes, je vous laisse faire ce qu'il faut, c'est pas avoir vos propres jugements, puisqu'on sait tous le cinabre en alchimie ce que ça veut dire, donc là c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas, on fait pas n'importe quoi. Et après, vous avez également d'autres pierres comme le soufre. Voilà, on va éviter tout tripoter comme ça. Si vous n'avez pas de connaissances, soyez prudents. D'accord ? Et bien sûr, toutes les pierres irradiées sont normalement interdites en France. Donc, par exemple, on peut parler de l'uranium, par exemple. Voilà. Donc, on continue. Là, voici d'après Eliphas Lévi, c'est-à-dire que lui aussi, il a parlé des pierres. Je vous encourage, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, on lit l'histoire de la magie d'Eliphas Lévi. J'ai bien l'intention de faire d'autres œuvres le concernant, ainsi que Stanislas de Gaïta. On apprend des choses très intéressantes sur cette personne. Et au prime abord, c'est pas du tout ce que je pensais. On a aussi Papus, et d'autres auteurs comme Ernest Bosque, Paul Sédir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ces textes vous plaisent, si vous voulez en apprendre plus. Si vous voulez que je fasse plus de pierres aussi, d'autres livres sur les pierres anciens, pensez à liker et j'en ferai peut-être un petit peu plus. Donc, Eliphas Lévi, quelles sont les œuvres magiques? Quelles relations les planètes ont avec les différentes parties du corps humain? Quels sont les rites suivant lesquels on doit célébrer les offices magiques chaque jour de la semaine? Et quels ornements, pierres précieuses, etc. que le célébrant doit porter? Ok. Les œuvres magiques sont au nombre de 7. Premièrement, là on commence à rentrer un peu dans des choses intéressantes. Enfin déjà, tout à l'heure c'était sympa. L'œuvre de lumière et richesse sous les auspices du soleil. Ça c'est la première. La deuxième, œuvre de divination et de mystère sous l'invocation de la lune. Quatrième, œuvre de colère et de châtiment consacrée à Mars. Cinquième, œuvre d'amour favorisée par Vénus. Sixième, œuvre d'ambition et de politique sous les auspices de Jupiter. Septième,
œuvre de malédiction et de mort sous le patronage de Saturne. Donc ça va être tiré du livre d'Eliphas Lévy, Rituel de la haute magie, Paris en 1861 sur le tome 2, page 116. En symbolisme théologique, le soleil représente le verbe de vérité, la lune représente la religion elle-même, Mercure l'interprétation et la science des mystères, Mars la justice, Vénus la miséricorde et l'amour, Jupiter le sauveur ressuscité glorieux, Saturne, Dieu le Père ou le Jéhovah et Moïse, alors le Jéhovah de Moïse, pardon. Dans le corps humain, le soleil est analogue au cœur, la lune au cerveau, Jupiter à la main droite, Saturne à la main gauche, Mars au pied gauche, Vénus au pied droit, Mercure aux parties sexuelles, ce qui fait représenter parfois le génie de cette planète sous la figure androgyne. Dans la face humaine, le soleil domine le front. Jupiter l'œil droit, Saturne l'œil gauche, la lune règne entre les deux yeux, à la racine du nez, dont Mars et Vénus gouvernent les deux ailes. Mercure enfin exerce son influence sur la bouche et sur le menton. Ces notions formaient chez les anciens la science occulte de la physionomie, retrouvée imparfaitement depuis par Lavater. Monsieur Lavater. Le mage qui veut procéder aux œuvres de lumière doit opérer le dimanche de minuit à 8 heures du matin, et de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures le soir. Il sera revêtu d'une robe pourpre, couleur de la spiritualité, avec une tiare et des bracelets d'or. L'autel des parfums et le trépied du feu sacré seront entourés de guirlandes de laurier, d'héliotrope et de tournesol. Les parfums seront le cinname, l'encens mâle, le safran et le santal rouge. L'anneau sera d'or avec une chrysolite ou un rubis. Alors l'anneau, c'est l'anneau, j'imagine, au doigt. J'imagine, puisque souvent les mages ont un anneau. Ça doit être ça. Les tapis seront des peaux de... N'hésitez pas à me dire si vous avez la réponse, ce que vous en pensez, là, ça m'intéresse. Les tapis, je pense que c'est ça. Les tapis seront des peaux de lion, ouais. Des éventails seront de plumes d'épervier. Bon, pour tout ce qui est magie rituelle, ceux qui pratiquent, vous savez bien, aujourd'hui, ça, c'est plus trop utile aujourd'hui. Le lendemain, on portera une robe blanche lamée d'argent, avec un triple collier de perles, de cristaux et de sélénites. Ça peut se comprendre. La tiare sera couverte de soie jaune avec des caractères d'argent formant en hébreu le monogramme de Gabriel tel qu'on le trouve dans la philosophie occulte d'Agrippa. Les parfums seront le santal blanc, le camphre, l'ambre, l'aloès, attention à l'aloès, ça pue les amis, et la semence du concombre, oula, pulvérisée. D'accord. Les guirlandes seront d'armoise, de sélénotrope, de renoncule jaune. On évitera les tentures, les vêtements et les objets de couleur noire. Et l'on n'aura sur soi aucun autre métal que l'argent. Le mardi, jour des opérations de colère, la robe sera de couleur feu, ou de rouille, ou de sang, avec une ceinture et des bracelets d'acier. La tiare sera cerclée de fer, et l'on ne servira pas de la baguette, mais seulement du stylet magique et de l'épée. Les guirlandes seront d'absinthe et de rue. Rue, c'est le bois, la plante, les amis, pardon. Et l'on aura au doigt une bague d'acier, avec une améthyste pour une pierre précieuse. Ah, j'aurais pensé qu'il aurait mis du grenat ou du rubis quand même. Le mercredi, jour favorable à la haute science, la robe sera verte et d'une étoffe à reflets ou de différentes couleurs. Le collier sera de perles creuses, en verre, contenant du mercure. Les parfums seront le benjoin, le massis et le storax. Les fleurs, le narcisse, le lys, la mercuriale, la fumeterre et la marjolaine. La pierre précieuse sera l'agate. Le jeudi, pour des grandes œuvres religieuses et politiques,
La robe sera d'écarlate et on aura sur le front une lame d'étain avec le caractère de l'esprit de Jupiter et ces 3 mots. Gérard, Pétor, Sam Gabriel. Les parfums seront l'encens, l'ambre gris, le baume, la graine de paradis, le massis et le safran. L'anneau sera orné d'une émeraude ou d'un saphir. Les guirlandes et les couronnes seront de chêne, de peuplier et de grenadier. C'est bien parce qu'on a les minéraux et les plantes. Allez, on continue. On a encore les 2 autres jours. Le vendredi, jour des opérations amoureuses, la robe sera d'un bleu azuré. Les tentures seront vertes et roses. Les ornements de cuivre poli. Les couronnements seront de violette. Les guirlandes de roses, de myrte et d'olivier. L'anneau sera orné d'une turquoise. Il y a une bague différente pour chaque jour, les amis. Le lapis lazuli et le béryl serviront pour la tiare et les agrafes. Les éventails seront des plumes de cygne et l'opérateur aura sur la poitrine un talisman de cuivre avec le caractère d'Anaël et ses paroles. Aveva, Vadelilith. Oups. Bon, faudra quand même savoir, je vais vous dire ce que c'est ça. Alors, j'ai regardé un petit peu les amis. Ici, on peut avoir une traduction. Alors, la traduction n'existe pas. On peut avoir quand même sur Aviva une donnée qui doit symboliser un peu plus la lumière. Et sur Vadelilith, un peu plus l'ombre. Donc, avoir les 2 polarités pour avoir les 2 énergies, c'est tout à fait possible. Après, je rappelle, Lilith, c'est aussi une figure hébraïque. C'est pas forcément le démon ou quoi que ce soit, ou la femme des enfers, tout ça. On a aussi une vraie valeur hébraïque sur cette vibration. Voilà. Je voulais revenir aussi sur les béryls. Les béryls, c'est comme si on disait les agates ou les felpas, ou etc. C'est une famille de pierres. Donc dans les béryls, on va avoir la morganite, on va avoir également l'aigle marine et on va avoir aussi l'héliodore. Voilà. Vous avez par exemple ces 3 couleurs. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres, mais ça c'est celles qui me viennent là tout de suite. Donc ce sont des pierres que vous pouvez prendre pour béryl si un jour vous avez besoin. J'espère qu'il n'y a pas trop d'à-coups. Je vais peut-être mettre un petit filtre parce que j'ai l'impression que quand je bouge, j'ai un filtre en infrabasse, donc je m'excuse pour les personnes qui écoutent avec un super son. Parce que ça doit s'entendre de votre côté, même si moi, ça ressort pas de mon côté. Mais je le vois sur le signal, c'est étrange. Alors, le samedi, jour des œuvres funèbres, la robe sera noire ou brune, avec des caractères brodés en soie de couleur orangée. On portera au cou une médaille de plomb avec les caractères de Saturne et ses paroles Almalek, Aphiel, Zaraïel, bon là c'est le nom des anges. Les parfums seront diagridum, à trouver ce que c'est aujourd'hui, la scamonée, l'alun, le soufre, l'azafetida, pareil, ça je vous ai... Après je préviens, ça sent pas bon. La bague aura une pierre d'onyx, donc ces parfums-là, c'est souvent des résines. Donc aura une pierre d'onyx, les guirlandes seront de frêne, de cyprès et d'élébore noir. Sur l'onyx de la bague, on gravera avec le poisson. Alors, on gravera avec le poinçon consacré et aux heures de Saturne une double tête de Janus. Bon. C'est du boulot tout ça avant d'y arriver. Bon, comme je disais aujourd'hui, il y a d'autres méthodes, mais bon, c'est intéressant d'avoir ces données-là. C'est intéressant de voir comment ils pratiquaient. Mais il devait y avoir sacrément du matériel. C'était pas donné à tout le monde. Surtout à l'époque, il n'y avait pas Amazon. Alors, mais justement, comme je vous l'ai expliqué sur d'autres vidéos, ça permettait d'intégrer, c'est-à-dire que le fait d'aller rechercher une matière, que ce soit un végétal, une pierre ou autre, c'était justement ça qui permettait d'intégrer déjà la notion que vous vouliez donner au rituel. Et vous commenciez déjà à solutionner le rituel. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, les frontières sont plus courtes, sont plus petites, donc c'est plus facile. Et maintenant, voyons les vertus médicales, mystérieuses, mystiques et magiques que d'autres âges reconnaissaient aux pierres. La liste de celles-ci est longue et nombreuse aussi sont les croyantes
les croyances affirmées par une foule d'auteurs. Alors, là c'est bien parce qu'il va prendre des choses du passé. Donc déjà à son époque, là, déjà qu'on est bien reculé, il va encore faire sa recherche parmi d'autres manuscrits plus anciens encore. Bon, après il est fort probable qu'ils se soient copiés les uns les autres. C'est pareil aujourd'hui, vous prenez un livre avec une tendance Ayurveda, vous n'aurez pas du tout la même explication sur les pierres qu'en Europe. Et pareil en Europe, entre eux, c'est toujours la même chose. Vous prenez d'un livre à l'autre, on n'a pas les mêmes explications. Et d'autant plus pour justement les nouvelles pierres, où alors vous avez des gens qui vont canaliser, vous avez des gens qui vont mettre un petit peu ce qu'ils ressentent, voilà, on ne pourra jamais le vérifier. Par contre, il y a des choses quand même très intéressantes, on parlait de la malachite à l'époque, enfin tout à l'heure, pardon, dans le livre, et sachez que le carbonate de cuivre, ça vous rappelle rien, sachant que la malachite souvent c'est une pierre pour les douleurs articulaires. Il y a des choses toutes simples les amis. Le cuivre à l'époque, on mettait justement des bracelets de cuivre au poignet contre les douleurs. Voilà. Et vous comprendrez aussi maintenant pourquoi justement le cuivre permet justement, pourquoi aujourd'hui quand on conseille la malachite dans de la douleur, ça aide justement un petit peu. Alors, j'ai dit justement, je ne sais pas combien de fois dans la phrase. Alors, il y a aussi autre chose. C'est, par exemple, oui, vous allez prendre de la holite, vous avez du magnésium à l'intérieur. Alors, c'est pas comme si vous allez prendre un comprimé de magnésium, on n'est pas du tout dans cet état. Mais en attendant, vous avez du contact. Donc c'est pareil, on ne met pas n'importe quoi, on se renseigne. Voilà. Pareil, c'est toujours mieux de se renseigner par vous-même. Alors, tout le monde n'est pas gémologue dans les magasins de pierres, d'accord ? Et beaucoup se fient à leurs vendeurs aussi. D'accord ? Allez. Ensuite, on va continuer. On va peut-être pouvoir faire tout le livre, c'est pas sûr. Mais on verra, parce que là, je vois, on va vraiment passer sur la liste après des pierres. On va voir ce que ça donne. Les gemmes contenaient et donnaient tous les biens et tous les maux. Elles étaient douées d'intelligence, surveillaient ceux qui les portaient, les conseillaient, les avertissaient des dangers prochains en se brisant ou en changeant de couleur. Ça c'est vrai, alors c'est pas une gemme, mais j'ai vu moi un jour de l'ambre sur une personne vriller vraiment du jour au lendemain suite à un choc émotionnel, c'est incroyable. Les unes portaient véhémentement à l'amour, d'autres, chastes par excellence, se rompaient aussitôt si leur possesseur avait l'audace de sacrifier en leur présence à la déesse Vénus. Comme les êtres animés, elles se nourrissaient, croissaient, dépérissaient et mouraient. Quelques-unes, comme le diamant et la gazidane, donc vous voyez chapitre 125-155, ça veut dire qu'on va y arriver, engendraient et procréaient. La gemme gazidane, voilà encore une fois, portait 3 mois. On va voir ça de plus près après parce que les unes rendaient leur porteur gai, spirituel, aimable, adoré du sexe opposé, les autres se rendaient détestables, furieux et irrésistiblement meurtriers. Celles-ci les faisaient riches et puissants. Celle-là habile à tous les exercices du corps et toujours victorieux de ses ennemis. Les unes faisaient lire dans l'avenir, les autres hébétaient et affolaient. Toutes avaient la puissance de guérir une ou plusieurs maladies et l'on pourrait faire un beau traité de thérapeutique en colligeant et en classant les moyens innombrables de guérir fournis par la seule application des pierres précieuses à l'extérieur ou par leur absorption dans un véhicule quelconque. Nous avons d'ailleurs vu plus haut que le culte magique moderne a soigneusement recueilli les anciennes traditions de ces pratiques religieuses spéciales et qui n'oublie pas, dans ces cérémonies rituelles, les gemmes consacrées aux planètes et aux dieux présidents à chaque jour de la semaine. Signé Sainte de Riol. Alors, Santini de Riol, pardon. Là, on va passer, les amis, aux pierres. Donc ça devrait peut-être aller plus vite. On verra, je vais regarder. Ça devrait aller. Je rappelle aussi, pour les pierres qui concernent les signes astrologiques, c'est pas un jour quelqu'un qui a dit que.
c'est souvent des pierres qui vont justement se rapprocher du tempérament de la personne, qui vont équilibrer son tempérament. Voilà. Donc, c'est pas une pierre qui est mise comme ça, tiens, telle planète, je vais mettre ça. Souvent, au niveau de la vertu, ça se rejoint. C'est pas au hasard. Ok ? Et il peut y avoir plusieurs pierres qui correspondent à un signe. C'est parti, les pierres magiques. On est dans le lexique A. Acopus. Bon, je vais quand même devoir faire des recherches parce qu'il y a des pierres que je ne connais pas aujourd'hui et qui a priori n'existent plus. C'est-à-dire que le terme qu'on leur a donné, on n'était pas bon. Donc l'acopus, à la base, c'est plus une plante qui était justement une plante de tonicité. Et là, on n'a aucun retour sur ça. Alors, il nous met, l'acopus ressemble au nitre. Elle est poreuse comme la pierre ponce et semée de petits points d'or. Alors, au nitre, elle est poreuse comme une pierre ponce et semée de petits points d'or. On dit que si, harassé de fatigue, on se frotte avec de l'huile qui aura bouilli dans cette pierre, on ne se sentira plus de lassitude. Ok, donc ça c'est Pline, Histoire naturelle. Bon. Après, ça ressemble un peu à une pierre de lave, pierre ponce, avec des points d'or, donc il y aurait à l'intérieur peut-être des éclats de pyrite à voir. Aérite, pareil. Entre les pierres, celle qui imite les rayons du soleil en jetant des gouttes, rayons d'or, comme la pierre aérite qui répond au soleil ou limite en jetant des sortes de gouttes, elles guérissent du mal caduc et du poison. Là, c'est l'Hénin, la science kabbalistique ou l'art de connaître les bons génies. 1823. Alors là, pareil, d'après les recherches, à part une pierre qui serait en relation avec l'air, qui serait tombée du ciel, mais qui imite les rayons du soleil en jetant des gouttes, rayons d'or, alors à part la pierre de soleil, je vois pas trop. Alors pas la pierre de soleil de synthèse, hein, la vraie pierre de soleil qui dérive de la pierre de lune. Pareil, pas de pierre de synthèse, on est bien d'accord. Pas la marron avec plein de petits points. Elle se ressemble un petit peu, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu les pierres, vous voyez de quoi je parle. Là, j'arrive pas à trouver, pareil, sur... j'ai fait quelques recherches, j'ai pas de données sur cette pierre. On a l'Aétite, cette pierre qui se trouve dans un nid d'aigle, fait découvrir les voleurs et accélère les accouchements. Là, ça viendrait du livre Porta, Magia Naturalis. Donc sur cette même pierre, on a quand même une petite annotation de Colin de Plancy qui dit « L'Aétite est une espèce de pierre qu'on appelle aussi pierre d'aigle selon la signification de ce mot grec, parce qu'on prétend qu'elle se trouve dans un nid des aigles, dans le nid des aigles. On lui attribue la propriété de faciliter les accouchements lorsqu'elle est attachée au-dessus du genou d'une femme ou de le retarder. Si on la met sur la poitrine, donc sur la poitrine ça retarde, et genoux... Alors bien entendu, ce sont des légendes, ce ne sont pas des vertus thérapeutiques que je donne là, d'accord ? C'est tout simplement des lectures d'auteurs anciens. Dioscoride dit qu'on s'en servait autrefois pour découvrir les voleurs. Après l'avoir broyé, on en mêlait la poussière dans du pain fait exprès et l'on en faisait manger à tous ceux qui étaient soupçonnés. On croyait que si peu d'athéites qu'il y eût dans le pain, le voleur ne pouvait pas avaler le morceau. Les Grecs modernes emploient encore cette vieille coutume qu'ils agrémentent de quelques paroles magiques. Donc ça, c'est Colin de Plancy. Et ensuite, on a encore une donnée qui dit « L'Aétite est une petite géode au noyau intérieur qui remue. Elle fut nommée pierre de l'aigle parce que l'aigle femelle l'emportait dans son nid pour faciliter l'éclosion des œufs. Elle devint la pierre de l'accouchement qui a traversé tous les âges et qu'on retrouve même en Chine, mais sous le nom d'hirondelle de pierre. Vous voyez, pierre de l'aigle, donc ça c'est signé de Mélie. Ok, donc là en faisant les recherches, on parle vraiment de pierre d'aigle, donc ce serait a priori une pierre avec une autre pierre mobile à l'intérieur, donc soit une petite géode, soit de l'argile avec un creux et autre chose à l'intérieur. Mais il n'y a pas plus de précision que ça. Bon, l'agate, ça c'est bon. Numéro 6, agate. Si tu portes dans la main
un fragment de cette pierre sur laquelle sont peints des arbres. Donc il y a l'agate arbre aussi, qui est blanche avec des veines vertes. Le cœur des dieux sera ravi. Il en est, en effet, dans lesquels tu verras des arbres, comme dans un jardin en fleurs planté de nombreux arbustes. Alors il y a aussi l'agate dendritique, qui a le même phénomène, sauf que c'est plus noir. On a comme des petits arbres, c'est très joli, comme des petites blanches, c'est vraiment joli. Justement, là, ils en parlent. Aussi, les hommes ont-ils donné à cette pierre le nom d'agate arborescente. Donc, agate dendritique, c'est aussi l'arborescente. On peut la retrouver comme ça. À pas confondre aussi avec, je crois que c'est l'opale dendritique. Parce que dans une partie, elle est semblable à l'agate, et dans une autre partie, au contraire, elle reproduit fidèlement une forêt verdoyante et épaisse. Ok, donc on reste vraiment dans l'agate dendritique et pas dans l'agate arbre. L'agate arbre va être plus verte. Lorsque les bœufs sillonnent péniblement la terre, si tu mets une agate entre leurs deux cornes ou autour des reins d'un vigoureux laboureur qui défriche ton champ, alors, du haut des cieux, Cérès, couronnée d'épis, versera dans les sillons les dons fertiles qu'elle porte dans son sein. Si tu as une fièvre qui, de 2 jours l'un, vienne te brûler et te tourmenter, ou que, te saisissant le 4e jour, elle te menace d'un sort fâcheux et ne veuille pas te quitter, n'aie pas peur cependant de descendre aux enfers. Tu te guériras avec l'agate. C'est vrai que l'agate standard, c'est-à-dire après vous avez plusieurs sortes. On a l'agate de Botswana, on a l'agate mousse, l'agate arbre, enfin il y en a des tas et des tas et des tas. Attention, les agates roses et violettes sont souvent des agates teintées. Mais ça reste tout de même des agates. Ce sont en général des pierres de chance. Et là, c'est vrai qu'on trouve aussi cette vertu justement d'être une pierre pour les fièvres. Donc n'aie pas peur cependant de descendre aux enfers. Tu te guériras avec l'agate. Aucun remède en effet n'est meilleur que celui-là. Mais je vais t'indiquer un signe pour reconnaître la force de la pierre. Si tu la jettes dans des chairs cuites et qu'elle y séjourne un instant, ces chairs seront de suite dissoutes. L'agate rend agréable aux femmes un homme qu'elle n'aimait pas tout d'abord. Donc ça, c'est signé Orphée, poème des pierres. Alors ici en 7, on a l'agate à nombre de variétés de surnoms. Vous voyez, on en parle aussi. Ainsi, on distingue la jaspe-agate. Donc c'est vrai que l'agate et le jaspe sont assez proches au niveau gémologique. La séragate, alors ça je sais pas trop, la sardagate, c'est dérivée de la sardoine, l'hémagate, alors ça, on va bien voir ça, la leucagate, la dendragate, donc là je parlais plutôt moi de la dendritique, donc a priori ce serait peut-être ça. C'est vrai qu'on ne surnommait pas ces pierres-là à l'époque de la même façon. Où se voit un petit arbre. Ok, donc dans la dendragate, où se voit un petit arbre, donc on est pas loin de l'agate dendritique, voire l'agate arbre. L'antagate, qui au feu exalte une odeur de myrrhe. L'antagate. La corallo-agate, qui a les points d'or du saphir, et qu'on trouve en grande quantité dans la Crète, où elle a l'épithète de sacré. Je crois que ça va mettre plus de temps les amis, parce qu'il va falloir que je vous fasse quand même des recherches là-dessus. Alors je viens de réécouter donc ce que vous entendez en bouh, comme ça. C'est simplement le vent. Je pensais que c'était ma table, mais pas du tout, c'est le vent. Et pourtant j'en ai pas tant que ça, mais j'ai un micro qui est très sensible. Et alors, pour tout ce qui est leucagate, apparemment leucagate c'est une agate blanche tout simplement. Hémagate ce sera un amalgame entre de l'hématite et peut-être une forme d'agate. C'est possible parce que moi j'ai déjà vu de la sodalite mélangée avec de l'hématite, c'est assez incroyable mais ça existe. Ok, donc dans la sardagate, donc il se pourrait vraiment que ce soit un mélange de sardoine et agate, donc plutôt une agate qui sera foncée voire marron. Pour la corallo-agate, là c'est plutôt avec des points d'or de saphir, donc ça, ce qui se pourrait, c'est que ce soit un petit peu, vous voyez, comme de l'agate aventurinée, un petit peu avec des points de pyrite ou qui pétillent un petit peu. Ça c'est possible aussi, sachant que corallo-agate, donc on a aspect corail dans corallo, donc corail plutôt rouge orangé. De toute façon, les agates en général sont grises ou rouge orangé. On a les roses du Botswana, mais ils ne devaient peut-être pas les avoir à l'époque.
Et voilà. Donc, on continue. On la croit utile contre les morsures d'araignées et de scorpions. Ce que je croirais surtout des agates siciliennes, car dès que leur odeur commence à se répandre, le venin du scorpion est sans force. Bon. Celle de l'Inde possède les mêmes vertus, et bien d'autres encore. On trouve tracés sur elle des rivières, des bois, des bêtes de somme, des chariots et des harnais. Ok, c'est-à-dire que à l'époque, on gravait beaucoup de choses aussi sur les pierres. Hein. Vous vous souvenez, là, quand il parlait de Catherine de Médicis, hein, c'était un petit peu pareil. Pyrrhus, dit-on, était possesseur d'une agate dont les veines représentaient naturellement, et sans que l'art y ait contribué, Apollon tenant sa lyre à la main. Les 9 muses, et jusqu'aux attributs affectés à chacune de ces déesses. En Égypte, les agates ne sont point veinées de blanc et de rouge, mais elles guérissent la morsure du scorpion, il en est de même des agates de Cypre. Les magiciens font d'autres distinctions, celles qui ressemblent aux peaux de lion, disent-ils, sont bonnes contre les poisons. Aux peaux de lion. On va voir, parce qu'on a des jaspes Mariam qui sont des jaspes peau d'éléphant, mais c'est peut-être autre chose. Comme le jaspe est aussi proche parfois de l'agate, sauf qu'il n'y a pas de transparence du tout. À voir. En Perse, on détourne les tempêtes et même la foudre avec des fumigations d'agate. On est certain que la pierre produit cet effet. Quand jetée dans une chaudière pleine d'eau bouillante, elle la refroidit. Donc, on est certain que la pierre produit cet effet. Quand jetée dans une chaudière pleine d'eau bouillante, elle la refroidit. Bon. Attention quand même, il peut y avoir des métaux lourds dans certaines pierres. On fait très attention à l'emploi des pierres et la respiration. Pensez bien que les lapidaires ont des masques. Hein. Quand on coupe des pierres, quand on travaille des pierres, on a des masques de protection. D'accord ? Donc, faites pas n'importe quoi. Ici, il s'agit d'un livre. Pour que ces agates soient de quelque utilité, il faut cependant les attacher à des crins de lion. Ok. Alors, c'est marrant parce que on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Ça me fait penser une chaîne où je regardais la personne qui devait composer des étages d'ascenseur pour pouvoir faire un voyage dans le temps et qui allait le faire justement pour voir si ça fonctionne. Donc c'est très compliqué, une fois qu'on l'a fait, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez ce que je veux dire? Après, comme on dit, le fait d'avoir investi cette donnée, d'aller chercher son lion et de le faire et que c'est difficile, on va déjà intégrer l'idée dans la matrice d'une certaine façon, donc on va avoir de l'aide sur ce qu'on souhaite justement obtenir. Quant à celles qui offrent l'aspect de la peau d'hyène, enfin d'une hyène, les magiciens les ont en horreur. Alors la peau d'une hyène, mais je vois pas du tout de quelle il s'agit. Et affirment qu'elles répandent l'esprit de discorde dans les maisons. Celles qui n'ont qu'une couleur rendent les athlètes invincibles. On les éprouve en les faisant bouillir 2 heures avec des matières colorantes, avec une chaudière pleine d'huile. Le mélange prend, en définitive, une seule couleur, celle du minium. Donc ça, pareil, Pline, histoire naturelle. Pourquoi les agates étaient colorées dès l'Antiquité? C'est tout simplement que l'agate est une des pierres les plus poreuses. Donc il faut savoir que dans l'Antiquité, dans l'Empire romain plutôt, l'agate était symbole vraiment de richesse, de prospérité, d'abondance, de réussite sociale. Donc on colorait les agates, on les avait sur soi. On avait des vases, des pots en agate et vraiment c'était symbole de richesse, de réussite, d'atteinte des objectifs. Alors là, on va avoir un petit intermède de Albert le Grand qui parle sur l'agate et qui va dire « Si tu veux tout péril éviter et vaincre toute chose terrienne, avoir force de cœur, prends l'agate qui est noire, ayant des veines blanches, et une autre sorte de cette pierre semblant à la couleur blanche, et naît en île de Crète. » Et né en île de Crète, parce que c'est écrit dans l'ancien français, et a les veines noires. Donc une blanche aux veines noires, ça j'aimerais bien voir ça en agate, et une noire en veines blanches. Cela fait vaincre tous les périls et confère aux forces du cœur, fait l'homme puissant, plaisant et joyeux, et aide contre les choses contraires. Et oui,
Donc là, ce sera dans le livre d'Albert Legrand, Vertu des herbes, plantes et animaux, lequel traite de la vertu des herbes et pierres précieuses, et pareillement des bêtes et oiseaux. D'ailleurs, si vous voulez ce genre de lecture, pensez à liker ou me le dire, ça peut être rigolo. Sachant que là, on a déjà un petit programme pour les semaines qui arrivent. Ensuite, on a une petite donnée de J.B. Porta, donc l'agate fortifie le cœur, préserve de la peste et guérit les morsures des bêtes vénéneuses. Donc on a toujours une histoire avec le venin. On va avoir Jean de la taille de Bondaroy, dont on a parlé un peu plus tôt. L'agate est d'espèce et couleur si diverses qu'on ne peut croire qu'elle soit une seule pierre. On en voit de blanches, de rouges, de jaunes, des cendrées, des vertes, d'azurées et de plusieurs couleurs ensemble. Plaine et plusieurs autres disent que pour la seigneurie, Mercure a sur elle. Elle aide, ça veut dire que la seigneurie a Mercure sur elle. Elle aide à la... c'est encore de l'ancien français, j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. Elle aide à la... je pense que c'est à la venue de celui qui la porte, ou VU, en fait ça s'écrit V-E-U-E tréma. De celui qui la porte et le fait bien parler et librement. Étant propre contre tout venin. Donc vous voyez, ça revient encore par rapport au venin, et on a aussi l'expression orale. Elle a aussi cette propriété d'une image céleste, dite de la petite chienne. Ok. De rendre celui qui la porte aimable. Ok. 11. Les propriétés de l'agate sont qu'elle préserve contre les morsures des bêtes vénéneuses, et particulièrement contre celles du scorpion, qu'elle désaltère, et fébricitant dans la plus grande ardeur de son accès s'il la tient dans sa bouche. Donc en gros, voilà, c'est-à-dire que aussi c'est la bonne expression aussi, qu'elle cause une abondance de toutes sortes de biens. Vous voyez là où on la voit, la chance, elle est là, à celui qui l'apporte, qu'elle apaise les douleurs, fait passer les fièvres tierces et quartes, et liquéfie les os si on les met ensemble dans l'eau bouillante. Qu'elle conserve la chasteté et étant pendue au col, en sorte qu'elle soit sur la poitrine, qu'elle réprime les chaleurs amoureuses. Alors c'est rigolo parce que ça va en contresens, parce que d'un autre côté on dit aussi qu'elle peut attirer l'amour de quelqu'un qui nous aime pas, et puis là finalement il y a ça. Les Persans ont opinion que son parfum détourne les tempêtes et les foudres. Vous voyez, il parle encore de parfum. Alors, est-ce que c'est parfum au premier sens, ou est-ce que ça a été traduit de cette façon, mais ça représente autre chose? Et pareillement, l'impétuosité des torrents, et qu'étant d'une seule couleur, elle rend invincible celui qui l'a sur soi. Ça, c'est signé Robert de Berken. Donc, on va avoir ce qui peut être intéressant, tempête, foudre, donc c'est aussi pour ça qu'on peut la voir souvent avec les marins. Ensuite, on a un auteur qui s'appelle l'Anonyme qui va dire « Plusieurs ont écrit que les agates étaient bonnes contre les morsures de serpents et de scorpions. On dit que l'aigle, pour défendre ses petits des oiseaux vénéneux, met une agate dans son nid lorsqu'elle va à la chasse. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué à lire parce que c'est en vieux François et ça va. Et ça vient du livre qui s'appelle « Dénombrement, facultés et les origines des pierres précieuses » par MLMDSD en 1667. Toutes les fois que j'aurai à citer cet auteur inconnu, je le désignerai par l'indication « l'anonyme ». Voilà, ça c'est une note de l'auteur. L'agate arborescente se nomme aussi dendrite. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est une pierre essentiellement magique qui aide à abattre les arbres, à ouvrir les portes et à briser les chaînes. Alors là, il nous fait une annotation par rapport à Hermès Trismégiste, les livres des Cyranides. Cet auteur est d'origine à peu près fabuleuse. Les fragments qui nous restent de lui, ou du moins qui ont paru sous son nom, sont disséminés dans des ouvrages de plusieurs écrivains du 1er siècle et du Moyen Âge. Donc l'aigle marine, là aussi ça va être d'Hermès Trismégiste. L'aigle marine, donc ou béryl, vous voyez, l'aigle marine est un béryl, soulage l'épilepsie et la néphrite. Il rend heureux et riche celui qui l'apporte.
Marine aussi, c'était la pierre des marins, a priori, et la vision. Ça, c'est ce qu'on a sur d'autres données, mais c'est pas écrit ici. 15. Alors, quelqu'un d'autre parle de l'aigle marine. Ah ben, on va peut-être retrouver les choses. Pour vaincre tes ennemis et fuir les noises, prends une pierre nommée béryl ou aigle marine, sachant qu'il y a, attention, béryl, il y a la morganite et l'héliodore aussi, hein, qui est de la couleur pâle, de très apparente lumière comme l'eau, donc c'est la bleue, donc c'est l'aigle marine. Porte-la avec toi et tu vaincras toute chose contraire. Elle fait l'homme bien morigéné, puissant en mœurs, comme dit Aaron, et donne bon entendement des choses subtiles. Ça, c'est signé Albert le Grand. Ensuite, à l'égard de l'aigle marine, on ne lui attribue aucune autre singularité que je sache, excepté qu'elle rend la navigation heureuse à celui qui l'a sur soi. Vous voyez, Pierre des Marins. Dès qu'il s'embarque ou quand il revient au port, pour grand et périlleux que soit son voyage. Donc ça, ce sera de Bergen qui dit ça. On a l'anonyme aussi qui va en parler. Le béryl ou aigle marine, étant porté sur soi, divertit les embûches de nos ennemis. La poudre du béryl est bonne pour le mal des yeux. Ah, donc c'est pour ça qu'on parlait de vision. Ok, signé l'anonyme. L'aimant. Pour moi, l'aimant, c'est l'hématite. Ils en parlent comme la pierre d'aimant, donc à part les hématites, je vois pas. Donc si jamais vous voyez autre chose, vous pouvez le mettre en commentaire. Je pense qu'on va faire quand même 2 parties du livre, parce que je suis même pas à la moitié, les amis. Donc on va faire 2 heures, on verra et on fera la suite plus tard. Il va falloir me mettre aussi 20 likes pour que je fasse la suite. Attention, donc c'est le moment des likes, si vous voulez mettre les likes, Et pour ceux qui veulent avoir accès à d'autres livres de ce genre, pensez à vous abonner, ça vous permettra d'avoir des données. Donc je rappelle, le dimanche et le lundi soir, des textes ésotériques sur des livres complets. Et le vendredi soir, ce sont des articles de journal ancien, toujours sur l'ésotérisme. Et diverses autres choses, mais qui tournent autour de ça. L'aimant. Veux-tu connaître si ta femme est fidèle, si elle te conserve dans son lit? Alors non, si elle te conserve ton lit, ok, et ta maison chaste de tout homme. Prends cette pierre d'aimant et dépose-la en cachette sous ta couche. Il y a de ces trucs. Puis, comme occupé à autre chose, chante. Pendant ce temps-là, une joyeuse chanson. Ok, donc on la met sous le lit et on chante une joyeuse chanson. Elle, s'abandonnant à un doux sommeil, étendra sa main en désirant t'embrasser. Mais si Vénus la tourmente de désirs illicites, elle tombera à terre du haut du lit. Voyez le 124, donc le point 124, là on est à 18, 2e alinéa. Que 2 frères portent de la pierre d'aimant avec eux, s'ils veulent éviter les disputes et les haines. Cette pierre t'inspirera encore si tu veux parler au peuple assemblé, les discours les plus doux et les plus agréables, et tu porteras dans le sein de tes auditeurs la charmante persuasion. Il y en a qu'on a trop abusé ces derniers temps, je crois. Orphée, les pierres, voilà. Ensuite, l'architecte Dinocarès avait entrepris de faire la voûte du temple d'Arsinoé à Alexandrie en pierre d'aimant. Oh, ça devait peser, mais afin que la statue en fer de cette princesse parût y être suspendue en l'air. La mort de l'architecte et du roi Ptolémée, qui avait ordonné le monument en l'honneur de sa sœur, empêcha ce projet d'être exécuté. Tu m'étonnes, t'as vu le poids aussi quand vous prenez juste une hématite dans la main et vous voyez ce que ça pèse, vous allez comprendre. Pline, Histoire naturelle, livre 34. Ensuite, qu'y a-t-il de plus inerte qu'une pierre brute? Mais voilà que la nature lui accorde le sentiment et des mains. Quoi de plus dur et de plus rebelle que le fer? Mais voilà qu'il cède et se laisse gouverner. En effet, il est attiré par la pierre aimant, ce métal qui dompte toute chose, se précipite vers ce je ne sais quoi d'occulte. Dès qu'il est voisin de l'aimant, il s'y jette, il y est retenu et il l'embrasse étroitement, propriété qui a fait donner à l'aimant
l'autre nom de sidéritis, ce qui veut dire fer en grec. Quelques-uns le nomment Héracléon. Il a été appelé Magnès, c'est au dire de Nicandre, du nom de celui qui l'a découvert et qui l'a trouvé sur le mont Ida. Ah, donc je confirme, c'est bien le vent. Là, j'ai eu plein de vent d'un coup. Ce Magnès, donc qui veut dire magnétique, fit, dit-on, une découverte en menant paître ses bœufs, les clous de ses souliers et le bout ferré de sa houlette étant devenu adhérent. Sotacus reconnaît 5 espèces d'aimants. Au reste, toutes les pierres d'aimant entrent dans les compositions ophtalmiques pour une dose particulière à chacun. Ils arrêtent surtout les fluxions des yeux. Calcinés et pulvérisés, ils guérissent des brûlures. Dans l'Éthiopie est aussi une montagne non loin de Zimiri où l'on trouve la pierre Théamède. Cette pierre rejette et repousse toute espèce de fer. Ça c'est Pline. 20. Ô vous dont l'esprit inquiet interrogeant le monde sonde les secrets de la nature, qui cherchez quelle cause obscurcit la lune et fait pâlir le soleil. D'où viennent les comètes, à la sanglante chevelure? De quel antre s'échappent les vents? Quelle puissance ébranle les fondements de la terre, et déchirant la vue en fait jaillir l'éclair, et fait gronder la foudre? Quelle lumière colorée l'arc d'iris? Moi aussi je cherche à résoudre ces grands problèmes, et si votre esprit peut entrevoir la vérité, éclairer mes doutes. Il est une pierre sans couleur, pâle et dédaignée. L'aimant est son nom. Alors sans couleur, normalement elle est grise, mais on va voir, normalement c'est la même. Elle ne part point la chevelure des Césars. Alors attention parce qu'il y a aussi la magnétite. Et c'est vrai, j'y ai pas pensé. La magnétite, vous savez, elle attire des petites particules de métal sur elle. Ça fait comme des petits pics. Et souvent les gens l'utilisent pour tout ce qui est justement magnétique. Elle ne part point la chevelure des Césars, ni le cou éblouissant de la jeune Vierge. Elle ne rattache pas une agrafe brillante la ceinture du guerrier, alors que l'hématite est quand même brillante. Enfin, si on la polit bien. Mais si vous considérez les prodiges inconnus de cette pierre grisâtre, elle aura plus de prix à vos yeux que ses belles parures, que les richesses recueillies par l'Indien sur les grèves rougeâtres de l'océan oriental. C'est au fer qu'elle doit la vie, c'est de lui qu'elle se nourrit, c'est là son aliment, c'est là sa pâture. Elle répare ainsi ses forces épuisées, et circulant dans tous ses membres cet aliment ranime en elle, par sa présence, une vigueur secrète. Loin du fer, l'aimant périt, toutes ses parties affaiblies, succombe sous la faim, la soif dessèche et entr'ouvre ses veines. Alors les amis, je viens de vérifier, et c'est bien la magnétite. Pourquoi? Parce que la magnétite, elle peut être naturellement aimantée. Ce qui n'est pas le cas de l'hématite. L'hématite, il faut avoir un procédé, c'est de l'oxyde de fer. Il faut avoir un procédé pour qu'elle devienne aimantée. Et la magnétite se trouvait naturellement dans le sol, et d'ailleurs, elle se trouvait en Magnésie, et c'est d'où vient le mot magnétite et magnétique également. Et on a bien l'origine de la Grèce, donc c'est bien ça. Mars, dont la lance sanglante ébranle les villes, et Vénus qui change en doux loisir les soucis des humains, habitent en commun le sanctuaire d'un temple d'or. Chacune de ces divinités a son image particulière. Mars est représenté sous la forme d'un fer brillant, d'une pierre d'aimant offre les traits de et une pierre d'aimant offre les traits de Vénus. Le prêtre, selon l'usage, célèbre leur union. Les flambeaux guident les danses, le seuil est, pour cette fête, jonché de feuilles de rose, et la pourpre nuptiale voile la couche des deux amants. Alors s'opère un prodige inouï. Vénus d'elle-même entraîne son amant sur son sein, et rappelant la scène dont les dieux furent témoins, elle enchaîne sa voluptueuse attraction les membres de Mars. Elle le tient suspendu dans les airs, les mains pressent le casque du dieu, qu'elle enlace tout entier dans ses bras frémissants. Mais lui, provoqué par l'action de ce souffle puissant, il s'attache par d'invisibles nœuds à cette pierre qui l'attire.
la nature préside à leur hymen. Une alliance indissoluble enchaîne le fer et le fer à l'aimant. Et les deux divinités s'unissent encore par de nouveaux larcins. Ça, c'est bien pour les alchimistes, ça. Quelle chaleur secrète anime ces deux substances d'une même sympathie. Quel penchant entraîne ainsi ces corps insensibles. L'aimant brûle et semble respirer. L'amour lui révèle l'existence d'un métal chéri et le fer lui-même se plie à ses douces étreintes. J'ai plein d'oiseaux. Ça, ce que vous venez d'entendre, c'est la fameuse huppe faciée qui vient de passer juste, mais je sais pas si vous l'avez entendu. Oh, elle revient. Mais elle est passée à quoi? Ce que vous avez entendu derrière, c'est aussi ça. Enfin, en tout cas, les deux. Il y en a deux. Elles sont passées à un mètre de moi, pas plus. Ça fait bizarre. C'est ainsi que Vénus, d'un seul regard, arrête et calme les dieux des combats. Lorsqu'il se précipite altéré de sang et que le glaive qu'il brandit anime sa colère. Seule, elle se présente à ses farouches coursiers, elle apaise le courroux de son cœur est gonflé et calme son sang par une douce flamme. La paix rendue à son esprit. Il dit adieu au combat meurtrier, et pour presser la déesse dans ses bras, il incline son aigrette étincelante. Amour, cruel enfant, quelle est donc ta puissance? Tu triomphes de la foudre, tu forces le maître des dieux à quitter l'Olympe pour aller mugir au milieu des flots. Tu animes des roches glacées, des corps insensibles, et voilà que tes feux consument les rochers et les pierres que tu frappes de tes traits. Le fer obéit à tes charmes et ta flamme amollit le sein glacé du marbre. Là, ça vient de Claudien, idylle numéro 5 sur l'aimant. Jean de la Taille de Bondaroy a traduit cette idylle en vers français. Elle se trouve dans l'ouvrage déjà cité. Paragraphe 21. Que la science humaine disposant de la création de Dieu opère dans les sciences mécaniques ses admirables merveilles, certains miracles ou faits passant pour des miracles. Il n'y a là rien de surprenant. Ainsi, dans un temple revêtu du sol à la voûte, des pierres d'aimant, adaptées aux proportions de l'édifice, cette statue de fer suspendue entre ce double magnétisme, l'ignorance-attraction transmise du haut en bas, faisant attribuer ce phénomène à la puissance de la divinité. Ça, c'est Saint-Augustin. Oui, donc c'est quand même, mine de rien, c'est quand même assez lourd. Hein. Donc, et oui, effectivement, donc l'attraction de l'aimant en haut et en bas, une autre pièce au centre, peut justement maintenir. Vous l'avez certainement déjà vu avec des sphères en suspension comme ça par rapport à ce système. Là, on a El Basri, médecin arabe, donc qui en parle aussi. Antilis d'Amide rapporte d'après plusieurs personnes que si l'on tient la pierre d'aimant dans la main, elle guérit les douleurs des mains et des pieds et qu'elle est utile contre le tétanos. Et ça vient, tous les médecins arabes cités dans cet ouvrage ont vécu du 6e au 14e siècle. Nous avons pris ces extraits dans l'ouvrage considérable du savant Ibn el-Bettar, le traité des simples. Ensuite, 23. Si tu veux savoir si ta femme est chaste, prends la pierre nommée Magnès, qui est couleur de fer, et mets-la sous sa tête. Et si elle est chaste, elle embrassera son mari, ou sinon, elle sera du licte. Alors, Albert le Grand, c'est dur à lire, parce que c'est moyenâgeux. Donc, en gros, voilà, c'est si elle est chaste, elle te fait un bisou, et puis si elle n'est pas chaste, elle te fait pas de bisou. C'est un peu ça. Bon, après, c'est relatif, hein, bien entendu. Hein. Si cette pierre est mise sur les charbons, dans les quatre coins de la maison, je pense, tous les dormants s'enfuiront et laisseront la maison. Dormant, D-O-R-M-A-N-S. Donc ça, c'était Albert le Grand. On a Jean de la Taille qui va nous parler de l'aimant. Il se trouve 2 ou 3 espèces d'aimants. L'un est obscur, noir, et de couleur de fer, l'autre est blanc. Ah ouais. Un autre est plutôt couleur de buis que blanc. L'aimant donc, ou la calamite,
qui est de couleur de substance et de peau semblable au fer, entre parenthèses, encore qu'il soit de teint, a d'excellentes vertus et propriétés. Je sais que la force et vertu de l'aimant, lui est infusée à l'image céleste nommée ours mineur, qui contient 27 étoiles. On continue, là on va voir, dis donc, c'est assez long quand même. Voilà, là on va voir, c'est la fin, je crois, sur l'aimant, et je vais m'arrêter là les amis, juste après ça. On a dit qu'on avait suspendu en l'air par le moyen de l'aimant des statues de fer fort pesantes. C'est ce qu'on lit dans le poète Ausone, qui rapporte d'Inocarès, ou d'Inocarès, fameux architecte, vint à bout d'en faire tenir une en l'air, au milieu du temple d'Égypte. Saint Augustin dit aussi qu'on voyait en un certain temple, en l'air, une statue de fer également éloignée de la voûte et du pavé. Parce que la pierre d'aimant qui attirait par-dessus et parce que en fait la pierre d'aimant qui attirait par-dessus et celle qui attirait par le dessous étaient de même force. Ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ausone et saint Augustin ont pris pour un fait réel ce qui n'avait été que projeté. Un roi d'Égypte, Ptolémée Philadelphe, d'après Pline, voulut faire suspendre en l'air la statue de sa femme, Arsinoé. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et oui, je suis en pleine nature avec le vent, les chiens, les gens autour de nous. Donc il voulait justement suspendre. Dinocarès entreprit de bâtir une voûte d'aimant qui put produire cet effet admirable. Mais Ptolémée et l'architecte moururent avant l'exécution de leur dessein. Oui, donc c'était pour d'autres raisons alors. On a dit qu'on l'avait suspendu en l'air une statue de Mercure et une autre de Cupidon. Ce sont des contes. Alors oui, ce sont des contes aussi bien que la prétendue suspension du tombeau de Mahomet, rapporté par un grand nombre d'auteurs chrétiens qui ont été aisément trompés à ce sujet, parce qu'il n'est pas permis à un chrétien d'approcher de ce tombeau plus près que de 10 lieues, et qu'ils n'ont pu par conséquent reconnaître par eux-mêmes ce qu'il en était. Il est constant que le cercueil de Mahomet n'est pas de fer, ni soutenu en l'air par moyen de l'aimant, mais qu'il est bien de bonnes pierres taillées et posées sur le sol, d'où on ne l'a jamais remué. Thévenot en parle dans son voyage du Levant. De la Mecque, dit-il. Alors, de la Mecque, dit-il, on va à Médine, où est le sépulcre de Mahomet. Mais la grande dévotion est à la Casbah, c'est-à-dire au temple de la Mecque. Cependant, plusieurs croient en chrétienté qu'ils n'entreprennent ce voyage que pour voir le tombeau de Mahomet. En quoi ils se trompent, car même plusieurs n'y vont. Je ne sais encore d'où est venue cette fable qui s'est si bien insinuée dans les esprits que le tombeau de Mahomet est dans une chambre dont les murailles sont toutes recouvertes de pierres d'aimant, que ce cercueil est en fer, et qu'il reste en l'air par la vertu de l'aimant, qui l'attire de tous les côtés. Car non seulement cela n'est pas, mais encore ne fut jamais, et lorsque j'en ai parlé à des Turcs, je les ai fait bien rire. Seulement ce cercueil est tout entouré de grilles de fer. L'auteur d'un traité sur l'aimant imprimé à Amsterdam en 1687 croit que ce qui a donné lieu à cette fable, c'est que dans la même mosquée de Médine se trouve un gros aimant attaché à l'un des côtés de la muraille, duquel pend un croissant d'argent qui tient par une petite chaîne d'acier. En vain objectera-t-on que le P. Labéus, jésuite, vint à bout de suspendre en l'air une aiguille. Il lui fallut pour cela un peu de temps et beaucoup d'adresse, et l'effet dura peu. Quel temps et quelle industrie faudrait-il donc pour suspendre une statue ou un tombeau? Et quand on viendrait à bout, comment prolonger un effet dans la moindre agitation de l'air? Oui, parce que je me souviens pas si cette aimantation est durable. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Donc, et quand on en viendrait à bout, comment prolonger un effet que la moindre agitation de l'air, le moindre changement dans l'aimant,
ou dans la chose suspendue. La moindre variation dans la température ferait immédiatement cesser. Cette prétendue possibilité de suspension est donc chimérique. On doit penser de même sur ce qu'ont dit certains auteurs, que par le moyen de deux aimants, des personnes fort éloignées pourraient se communiquer leurs pensées. Il suffirait, disent-ils, que ces personnes eussent chacune une boussole sur laquelle les 24 heures de l'alphabet, les 24 lettres de l'alphabet furent écrites. Car en tournant l'aiguille d'une de ces boussoles vers une des lettres écrites sur son bord, l'aiguille de l'autre boussole se tournera vers la même lettre. Comment a-t-on pu avancer de pareilles rêveries ? N'est-il pas aisé de reconnaître que la sphère d'activité d'un aimant est fort petite, et qu'un aimant, si gros qu'il soit, ne saurait agir sur un autre aimant éloigné de 2 toises. 2 toises bien loin qu'une aiguille aimantée puisse agir sur une autre aiguille semblable qui se trouverait à plusieurs lieues de distance. Comme la pierre d'aimant était autrefois assez rare et on en racontait bien des choses qui n'étaient véritables. Chacun ajoutait insensiblement quelques particularités à ce qu'il entendait raconter, et c'est ce qui a donné naissance à 100 contes absurdes. Ceux-ci inventés par les anciens auteurs et copiés par les modernes. Ben oui, ça copie et ça vérifie pas. Ils ont dit par exemple que la pierre d'aimant cesse d'attirer le fer lorsqu'elle est auprès d'un diamant ou une gousse d'ail. Quel est le rapport ? Désolée. Après, c'est vrai que la magnétite, on n'en trouve pas beaucoup. Mais ça existe bien et c'est facile de s'en procurer. On en parle beaucoup pour les ondes magnétiques, apparemment, de cette pierre. Il faudra que vous fassiez vos recherches. Une seule expérience qui me convainquit pourrait les détromper. Comme elle a détrompé Porta, Aldrovandi, Scott et d'autres qui, après avoir mis de l'ail et des diamants auprès d'une pierre d'aimant, se sont récriés sur la hardiesse de ceux qui avaient osé les premiers publier que l'aimant perd sa force dans ces sortes de circonstances. Bacon admire qu'on n'a pas fait réflexion que les pilotes des vaisseaux sont grands mangeurs d'ail et que la boussole, qu'ils ne quittent point, ne perd pas, pas pour cela sa vertu, tu m'étonnes. Et là, on le voit dans ce livre, Histoire critique des pratiques superstitieuses, par L.E.P. Lebrun. Voilà. On va passer après à l'alabastrite. Alors je vous rassure, on a quand même beaucoup de pierres qui sont connues. Là, c'est un petit peu tiré par les verres du nez, mais on est quasiment à la moitié du livre. Je vais vous laisser pour cette partie parce que j'ai mon entourage qui commence à s'activer et je ne pourrai pas continuer l'enregistrement là ce soir. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'est un livre un petit peu différent, mais je vous avais dit que je voulais faire de la pierre. N'hésitez pas à liker, pensez à liker si vous voulez la suite, 20 likes comme je dirais et je ferai la suite. Je sais que je dois vous faire aussi la suite de Blavatsky, je n'ai pas oublié. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien.